11 heures. Viens avec moi là. Donc, si vous êtes toujours avec nous, c'est que tout s'est bien passé. Malgré les problèmes techniques, il n'y en a pas eu beaucoup. On a eu quelques petits retours sur le chat, sur la messagerie, pour vous aider à vous connecter, à passer d'un onglet à l'autre, à régler le son, à régler l'image. Mais il y a eu une très bonne participation aux ateliers. Alors, c'est inédit, c'est un mode visio. C'était la première fois à cette échelle-là. On espère quand même que les échanges ont été fructueux, que vous avez pu faire connaissance et échanger beaucoup d'idées. Tout de suite, je vais laisser la parole à Georges Méric, le président du conseil départemental, qui nous a rejoints. J'écoutais pas, c'est affreux. Bien, mesdames, messieurs, quelques mots à l'ouverture de cette conférence participative de Joe Spiegel. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour participer à cette 6e rencontre de dialogue citoyen. Il nous est apparu évident de maintenir ce rendez-vous annuel qui est utile pour faire le point de l'année, mais aussi améliorer toujours et encore notre action participative. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des organisateurs et participants ici pour cette magnifique organisation technique et le succès de cette matinée. Merci à toutes et à tous. Je vous rappellerai cette affirmation d'Euripide: aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble. Mesdames, Messieurs, la pandémie et ses conséquences sanitaires, économiques, sociales permettent et mettent en évidence le désir de nos concitoyens. Désir de bien-être, désir de vivre autrement, volonté de faire société ensemble et non les uns contre les autres, résolution de reprendre la main dans sa vie, la volonté de rencontre, de partage, de solidarité, le désir de retour vers la nature, désir de proximité, désir d'authenticité et le besoin d'être informé, d'affirmer une citoyenneté participative qui montre un chemin. En ces temps difficiles, le dialogue citoyen doit être au cœur de la réflexion des politiques publiques. Voici un an que le Covid-19 continue ses ravages. Il bouleverse la vie de chacune et de chacun, accroît la précarité, fragilise le lien social, crée une détresse psychologique. Il aggrave les inégalités et le pays est aujourd'hui en face le tsunami économique et social, un tsunami économique et social sans précédent, et doit gérer le 3e pic épidémique. Je dirais en responsabilité, le conseil départemental fait face aux urgences sociales dans un dialogue et une co-construction. Concrètement, nous avons engagé, il faut le savoir, depuis mars dernier, 70 millions d'euros pour venir en aide aux familles en détresse, aux jeunes, aux acteurs du monde associatif, qu'ils soient culturels, sportifs ou autres, aux acteurs du territoire en difficulté, artisans, commerçants, agriculteurs, travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, aux acteurs du tourisme ou de l'événementiel, par exemple. Je dirais aussi, mesdames et messieurs, l'expérience acquise depuis 2015 en matière de dialogue citoyen nous montre que celui-ci permet d'enrichir les décisions et de promouvoir un modèle de développement équilibré, solidaire et durable.
En effet, il fait appel à l'intelligence collective en associant les compétences et les vécus. C'est une potentialisation d'expertise complémentaire. Mais c'est un travail qui demande de la constance. Et je remercie ici chaleureusement Paulette Salle. Oui, Paulette, pour ton engagement qui met en vigueur et en phase ce défi de participation. D'ailleurs, sur des sujets essentiels comme les transports, les aires de covoiturage, la construction de nouveaux collèges et leur sectorisation, la solidarité, la culture, nos politiques en faveur des jeunesses, la ressource en eau, la préservation des zones humides, notre réseau Express Vélo et aussi le dossier Haute-Garonne demain dans une prospective à 15 ans. Plus de 400 rencontres de dialogue citoyen, la constitution de groupes miroirs, des conférences participatives enrichissent une expérience qui nous conforte, oui, qui nous conforte dans notre engagement de mettre l'humain au cœur du projet. De plus, afin de promouvoir la démarche participative, le département finance un fonds de soutien ouvert aux communes et aux dynamiques associatives qui souhaitent engager un processus de démocratie participative. Aujourd'hui, nous travaillons avec un réseau d'environ 1500 acteurs, élus de terrain, acteurs associatifs ou citoyens engagés. Mesdames, Messieurs, pour conclure, je dirais, après nos travaux de ce matin, nous sommes très heureux que Joe Spiegel ait pu nous rejoindre pour nous faire partager son expérience acquise pendant des années et des années dans sa commune alsacienne. Je tiens à vous remercier pour votre participation, monsieur, ce matin, et elle sera très précieuse pour nous. En Haute-Garonne, le département, ses élus, ses agents restent plus que jamais mobilisés pour poursuivre la démarche participative. Nous visons et nous misons sur la proximité, la rencontre, le dialogue, le partage, la co-construction avec les Haut-Garonnaises et les Hauts-Garonnais pour asseoir un devenir dans une volonté de développer, je dirais, une société inclusive à la fois solidaire, éco-responsable, émancipatrice et citoyenne. Merci à toutes et à tous pour cette belle matinée. Merci beaucoup, Président, pour ce discours visio qui est assez inhabituel, mais on va peut-être devoir s'y habituer. Il est l'heure à présent de retrouver Joe Spiegel. Alors, on va vérifier quand même qu'il est avec nous, parce qu'il est normalement dans le Haut-Rhin. Joe Spiegel, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, à distance. Je vais vous présenter quand même pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Il y en a beaucoup quand on parle de démocratie participative qui vous connaissent et qui connaissent, alors j'allais dire votre commune, mais vous êtes un maire récemment retraité, maire de Kingersheim de 89 à 2020. Cofondateur plus récemment de Place Publique avec Raphaël Glucksmann, Place Publique qui se définit comme un mouvement politique citoyen, donc un jeune mouvement politique, et auteur notamment, alors je vais citer que les 2 derniers ouvrages qui ont des titres éloquents, Et si on prenait enfin les électeurs au sérieux en 2017, et puis tout récemment, là il vient de sortir en 2021, Nous avons décidé de décider ensemble, un livre dans lequel vous revenez sur toute votre expérience politique et d'engagement citoyen, et puis aussi sur toutes les démarches et les initiatives de démocratie locale qui ont été mises en place à Kingersheim. Auparavant, j'aimerais, avant de vous laisser la parole, revenir sur quelques contributions qui ont été demandées à tous les participants de cette matinée en Haute-Garonne, mais j'imagine que les problématiques sont les mêmes dans le Haut-Rhin. Donc la question qui leur avait été posée pour préparer cette matinée, c'était quel est ou devrait être le rôle de chacun, chacune, habitants, associations, corps intermédiaires, techniciens, experts, élus, pour contribuer au renouveau de la démocratie participative. Pour résumer, il y a une grande demande d'intelligence collective, de prise en compte du vécu, ce qu'on a essayé de faire ce matin, notamment dans les bibliothèques, d'une écoute active sans avoir peur des divergences, une nécessité de prendre en compte l'intérêt général et le bien commun au-delà des intérêts personnels ou corporatistes.
Alors pour ce faire, qu'est-ce que devraient faire les élus? Les élus devraient assumer une vraie volonté de participation citoyenne, être pleinement porteurs de la démarche, instigateurs, être en totale transparence dans le partage d'informations et de prise de décision, mettre à disposition ou créer des outils, ce qu'on a modestement essayé de faire ce matin, un outil numérique, donc des plateformes, des formations, des réunions, mais aussi des espaces virtuels ou réels, donc des conférences citoyennes, des permanences, pour faciliter ce travail collectif. Concernant les associations et les autres corps intermédiaires, elles devraient ne pas se limiter au cadre d'activités consommables, j'utilise les mots que vous avez cités dans vos contributions, et insuffler la culture de la démocratie active également dans leur gouvernance. Les experts devraient réellement intégrer les visions des habitants, des habitantes et des élus dans leurs études et être créatifs pour être plus vulgarisateurs et se rendre accessibles et compréhensibles. Concernant les habitants et les habitantes, ils devraient être plus impliqués, quitte, c'est un internaute qui l'a proposé, et je le dis à Joe Spiegel, il nous dira ce qu'il en pense, quitte à y être forcé. Voilà, le mot est fort, mais il a été proposé. S'ouvrir à autrui, écouter les autres parts de vérité que nous avons chacun, chacune, et aussi, pour les citoyens, citoyennes, avoir des outils de contrôle des experts ou gouvernants. Voilà un peu la synthèse de vos contributions. Et en ce qui concerne, on avait demandé aussi les questions que vous pouviez avoir pour Joe Spiegel avant la conférence, même si vous aurez l'opportunité d'en poser pendant la conférence. Voilà les questions, Joe Spiegel, qui vous sont adressées. Croyez-vous que l'esprit français révolutionnaire soit compatible avec cette démocratie participative? Comment établir au mieux une transparence financière auprès des contribuables afin de leur donner des clés qui leur permettraient de devenir de véritables partenaires de la dépense publique? Comme Georges Méric est resté, ça s'adresse à Joe Spiegel, mais aussi à Georges Méric. Au-delà des discours bienveillants qui anesthésient notre société, qu'est-ce qu'une démocratie participative efficiente au quotidien? Comment inciter les communes à mettre en place des assemblées populaires? Là, vous allez pouvoir sans doute répondre, Monsieur Spiegel. Comment garantir que chacun, d'où qu'il vienne, puisse participer à armes égales? Comment faire remonter des idées minoritaires, ce qui est une autre problématique importante? Pour donner son avis éclairé, nous avons besoin de comités d'experts contrôlés démocratiquement. Quels sont ceux qui existent? Quels sont ceux qui manquent? Et pour terminer, je crois beaucoup plus à la démocratie institutionnelle, nous dit un internaute, qu'à la démocratie participative. Pouvez-vous citer un exemple en France de réussite de démocratie participative? Joe Spiegel, cette question vous est peut-être directement adressée. Je vous laisse la parole pour à peu près 45 minutes et je rappelle aux internautes qu'ils ont la possibilité de chatter, d'envoyer des messages que je relayerai ensuite à la fin de la réunion en vous posant des questions. Joe Spiegel, merci d'être avec nous, c'est à vous. Merci beaucoup. Je vais essayer de répondre à la diversité des questions qui sont posées en mettant l'accent sur trois choses. Le sens, la volonté d'un écosystème qu'on a mis en place à Kingersheim en équipe et avec les collaborateurs, et la volonté de changer radicalement le rapport à la décision. Je vais le faire avec enthousiasme, mais avec la même humilité des propos que j'ai entendus de la bouche du président, riche non pas de certitude, j'ai réussi à me délester de toute certitude, si on veut faire du dialogue, mais riche de conviction. Et donc, je voudrais remercier le président Méric pour l'humilité de ses propos dans une démarche en profondeur d'innovation démocratique. Et je voudrais me réjouir ce matin de la formidable mobilisation que vous avez su engager autour de cette 6e rencontre du dialogue citoyen. J'ai noté une consultation très suivie, j'ai noté des fabriques très vivantes ce matin, j'ai noté une présence nombreuse et j'ai noté une préparation remarquable autour de Paulette Salle et de sa très belle équipe de démocratie participative. Et donc, je vais vous saluer, je ne vous vois pas, et c'est dommage, parce que j'aime beaucoup le thème du visage, cher à Lévinas, quand il dit qu'il ne s'agit pas de dévisager, mais d'envisager. Et nous sommes là pour envisager ensemble. Et donc, je voudrais vous saluer de loin, les uns et les autres, vous qui êtes citoyens, en quête de renouveau démocratique, comme beaucoup de nos concitoyens. Je voudrais vous saluer, vous, citoyens engagés, et j'aime à dire que l'engagement, que le risque de l'engagement associatif, collectif, politique, eh bien, c'est la dimension la plus aboutie de la démocratie. Et puis, je voudrais saluer aussi les citoyens en responsabilité que sont les élus et qui sont au service du bien commun
des habitants et de leur territoire. Et donc, je voudrais vous remercier de consacrer à nouveau un temps à la mère de toutes les questions, la question démocratique. La démocratie, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, c'est le levain de la pâte. Et donc, on passe notre temps, trop souvent, à réfléchir programme, budget, règlement, à penser à la place des gens et trop rarement à poser les questions fondatrices de ce que j'appelle une démocratie construction. Au départ de toute séquence démocratique, les deux questions fondatrices qui sont trop souvent oubliées, c'est la question du sens, pourquoi, pour qui et pourquoi en deux mots. Et la politique crève du manque de sens, de déficit de sens. Et la deuxième question, c'est la question du commun, et la démocratie crève du manque de participation citoyenne. Et en réalité, les questions que nous nous posons ce matin, que vous êtes posées ce matin, et que j'entends à travers ce que vous avez exprimé, c'est comment associer les citoyens, toutes les ressources de sens, d'intelligence, d'expertise, d'engagement au processus de décision. Comment coproduire de l'intérêt général dans une société atomisée, archipélisée. Comment construire du commun face à la multitude des avis et des envies. Comment créer de l'intelligence collective. Il faut de l'ingénierie démocratique. Et puis comment susciter le pouvoir d'agir citoyen, associatif, et considérer que nous, les politiques, nous ne sommes pas l'alpha et l'oméga de la politique. Et donc, ce qu'il nous faut en réalité, c'est de hisser la démocratie à la hauteur de sa promesse. Sans doute que nous n'arriverons pas à nous départir dans la démocratie électorale des ingrédients qui sont ceux de l'espace commercial. La séduction, la caricature, la posture, et ça crée directement derrière la crise démocratique. Le fossé qui s'est creusé entre les représentants et les représentés, qui se traduit par le désenchantement, par la défiance, par le discrédit, par le soupçon généralisé, par le complotisme aujourd'hui qui est l'enfant malade de l'anesthésie démocratique. Et donc, je crois que la démocratie de participation va sauver la démocratie. L'une est la conquête du pouvoir, l'autre est le partage du pouvoir. Et j'aime bien cette réflexion, cette définition d'Hannah Arendt sur la démocratie. Hannah Arendt, qui est une philosophe de la responsabilité, elle disait en gros que la démocratie, c'est organiser l'espace qui existe entre les gens. C'est donc l'affaire de tous, tout le temps, dans ma famille, dans ma rue, dans mon quartier, dans ma ville, dans mon département. Et donc, ça ne peut pas être squatté simplement par quelques élus ou par quelques institutions. Et je n'oppose pas à l'institution, mais la démocratie, elle doit être instituante ou elle n'est pas. C'est-à-dire qu'elle doit être vivante. Et donc, la démocratie, pour moi, c'est plus qu'une technique, bien sûr. C'est le moteur du vivre ensemble. C'est faire société, c'est apprendre à faire société. C'est le pari de l'intelligence collective. C'est l'enjeu de transformation. Il n'y a pas de démocratie qui ne soit pas transformatrice. On n'est pas là pour être réélu dans un statu quo impossible et facile. Et donc, il s'agit de considérer alors que l'espace dont on est en responsabilité est un lieu d'excellence humaine potentiellement et un lieu de transformation personnelle et collective. Évidemment, ça ne parlera pas aux élus qui considèrent qu'ils sont juste dans la gestion comptable, ou encore aux élus qui souhaitent être des bâtisseurs des temps modernes, laissant leur nom à la postérité, ou encore à réparer des trottoirs, tout ça c'est important, ou encore à serrer les louches en guise de proximité. Je pense qu'il nous faut acquérir la bonne distance pour être des ouvriers du vivre ensemble. Et ils sont nombreux dans cette démarche-là, notamment celles et ceux qui se donnent le temps ce matin de ce partage avec vous. Et donc, pour moi, c'est important de considérer qu'on ne peut plus réduire la démocratie à un bulletin de vote une fois tous les 5 ou 6 ans quand on voit le taux d'abstention et quand on considère la complexité du monde d'aujourd'hui. On ne peut pas davantage réduire la démocratie à un RIC sloganisé, pas davantage à un grand débat une fois tous les 10 ans, cause toujours, je décide après. Pas davantage à peindre la démocratie d'un peu de participation. Ce qui est en jeu, en réalité, c'est de démocratiser la démocratie. Et le parti pris qui a été le nôtre, dans notre commune de 13 000 habitants, tout près de Mulhouse, ce n'était pas d'opposer les choses, les hommes, c'est de les relier. Et je renvoie ici à cette méthode fondamentale inscrite dans l'existence de la complexité chère à Edgar Morin, de relier et non pas d'opposer. Et je vais insister là-dessus d'entrée de jeu pour expliquer ensuite notre écosystème
et le sens qu'on veut lui donner. D'abord, nous avons refusé, je le dis aujourd'hui avec beaucoup de recul, avec presque un an de recul, nous avons essayé de relier république et démocratie. République dans le sens de la res publica, de la chose publique, du commun, faire commun, construire du commun, et dans le sens des valeurs de la République, fondatrices du vivre ensemble. Eh bien, la démocratie, c'est inviter à cheminer ensemble pour co-construire une société plus juste, plus solidaire, plus fraternelle. C'est ce que j'appelle une démocratie de fraternité. Utopie, l'utopie, ce n'est pas encore ce qui est en réel. Et c'est en tout cas l'horizon que je me suis donné dans une ville dont je souhaitais qu'elle soit une ville fraternelle. Pas forcément belle, mais fraternelle. Et puis, nous n'avons jamais opposé démocratie de représentation et démocratie de participation. La crise démocratique est une crise de la représentation, mais il s'agit au fond, par la participation démocratique, de redonner du sens et de réenchanter la représentation qui ne peut plus s'asseoir seulement sur la légalité de l'élection. Et je ne parle pas de légitimité. Et donc, de la même manière, nous avons refusé d'opposer horizontalité et verticalité. Faux débat. Comment opposer l'horizontalité de la délibération et la verticalité d'une décision? Et je n'oppose pas non plus leadership et participation. Chacun, à un moment donné, peut prendre le lead sur tel ou tel projet. Heureusement qu'il y a des femmes et des hommes qui ont envie d'avancer, d'être un peu des pionniers, mais à condition que le leadership soit un leadership de service, comme le dit Patrick Livret. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le pouvoir dominant, dans le pouvoir sûr, mais dans le pouvoir de, dans le pouvoir avec. Et puis, je n'oppose pas, et c'est l'ADN des conseils participatifs dont je parlerai longuement dans quelques instants, je n'oppose pas citoyens, élus, experts, représentants des organisations. Parce que les 4 maladies infantiles de la démocratie, c'est précisément cela. Le tout citoyen, ça peut amener, et c'est l'inverse de la citoyenneté, à ce que Loïc Blondiot appelle le citoyennisme, c'est-à-dire au bout de la chaîne, l'individualisme politique ou le populisme. Le tout élu, et on le voit, ça peut être tout simplement l'autocratie ou l'oligarchie. Le tout expert, ça peut se traduire par la technocratie. Et le toute organisation, ça peut se traduire par le communautarisme ou pour le corporatisme. Et bien précisément pour sortir de ces 4 maladies infantiles, il faut que notre pays, localement, nationalement, apprenne à se parler, à se confronter, à construire des compromis dynamiques par une démocratie intelligente et apaisée. C'est tout le sens de la démocratie de construction dont je parle. Et c'est au fond les conseils participatifs, je le dirai tout à l'heure, c'est à chaque fois, pour chaque projet différent, la France en miniature qui apprend à se parler. Et donc, je ne suis pas dans l'idée des conseils citoyens qui trop souvent on donne un os arrangé et puis c'est le chef qui décide derrière, ou dont le périmètre d'autorisation démocratique est très faible. Je suis dans un conseil participatif où toutes les ressources de sens, d'intelligence, d'expertise, tous les statuts, toutes les compétences bien, se mettent autour de la table le temps qu'il faut pour avancer ensemble. C'est ce que je vais partager avec vous. C'est le sens, c'est l'écosystème, c'est le changement radical. Ce que je vais dire, évidemment, ne se veut en aucune façon exemplaire. Je le dis avec beaucoup d'humilité, c'est le début du début de quelque chose. On est dans la transition démocratique et c'est compliqué, c'est très difficile, mais c'est un enjeu. C'est plus une option, c'est une obligation. Eh bien, je vais non pas en faire un exemple, mais je vais vous dire ce que je vais vous dire, je l'ai éprouvé en équipe, dans des allers-retours fréquents que je me suis payé en temps, non pas des grands voyages, mais des allers-retours entre le besoin de penser, et il n'est pas interdit que les élus pensent, et le désir d'agir, entre le silence nécessaire et l'enthousiasme de l'engagement. Je veux revenir un instant sur la question du silence, et je me suis donné des moments de silence pour lire. Et nous avons besoin de faire silence, nous les élus, c'est-à-dire de se poser, de savoir se taire, de savoir analyser, de savoir écouter, de savoir comprendre la société telle qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle espère. Eh bien, à l'issue du premier mandat, où un événement personnel m'a mis en relation avec ma propre fragilité et donc avec ma propre humanité pour aborder un autre rapport au pouvoir, eh bien, il y a 25 ans, j'ai écrit ce que disaient les Gilets jaunes il y a 3 ans, ce que dit l'abstention aujourd'hui, ce que dit la montée en puissance du populisme et de l'autocratie.
Je disais qu'en gros, arrêtez, il disait en gros, arrêtez de nous draguer pour les élections et de nous oublier comme citoyens dans l'intervalle des élections. Et donc une démocratie vivante, elle se construit. C'est une démocratie construction qui doit être réelle, effective et continue. C'est le sens d'ailleurs, après 20 ans de maturation, d'une charte de renouveau démocratique que nous avons fait voter par l'Assemblée représentative de la commune, qui est le conseil municipal. Ce qui est important de retenir, me semble-t-il, c'est que si on veut changer de paradigme, il faut un triple retournement. Il faut changer le rapport au pouvoir, il faut changer de regard sur les habitants et il faut avoir une autre vision sur l'agir public. Il faut changer de rapport au pouvoir. Ce qui est en jeu, ce n'est pas de conquérir, mais de partager. Et donc, ça nous interroge dans notre rapport au pouvoir. Est-ce que je suis dans l'ego ou est-ce que je suis dans le service? Est-ce que je suis dans la pesanteur des passions tristes du pouvoir? Est-ce que je suis dans la grâce de l'alter-coopération? Est-ce que je suis dans Eros, force de vie, ou dans Thanatos, c'est-à-dire, au fond, ces passions tristes dont je parlais il y a quelques instants? Et donc, ce premier élément est essentiel et personne ne peut s'exonérer, ni les élus, ni les citoyens, ni aucun responsable sur la question du sens de l'engagement. Ça fait partie de l'impensée démocratique. Comment construire du commun, accepter que le commun n'est pas l'addition des envies, qu'il y a des limites face au hubris du pouvoir et que pour toute décision, une part de transcendance républicaine, de transcendement, de dépassement du quant à soi, d'élever le débat, de tirer vers le haut et de tirer vers l'avant. Et donc, cette question du rapport au pouvoir est première. Il n'y a pas de démocratie participation chez les maires uburois, ou chez les élus uburois, ou chez les citoyens uburois. Deuxième élément, il nous faut changer de regard sur les habitants. Et c'est là, je crois, qu'on a un regard imprégné, au fond, de la force du néolibéralisme, qu'on soit de gauche, de droite, du centre ou d'ailleurs. Trop longtemps, l'horizon, ça a été l'individu, consommateur, électeur. Eh bien, l'horizon d'une démocratie construction, c'est les citoyens. Ça veut dire la croyance que chaque personne unique et singulière au monde est capable de penser, de réagir, de se mettre en colère, de s'opposer, de proposer, à condition que les élus en responsabilité les mettent en situation de pouvoir les entendre, les écouter et de le mettre en co-construction de solutions à trouver ensemble. Et donc, ce regard sur les habitants doit changer. Si on veut que notre espace soit un espace de co-responsabilité, il faut faire en sorte que les citoyens ne sont plus dépendants des élus. Il y a donc la notion d'interdépendance et de mise en réseau. Et c'est en ce sens que les réunions de quartier que j'adorais, en fait, il y avait du monde. Dans le premier mandat, j'ai considéré que ce sont des réunions qui sont le déni de la démocratie, dans la mise en scène entre les élus et les habitants. Les habitants qui viennent parce qu'ils ont été biberonnés sur l'idée de dire que les grandes décisions, de toute façon, ce sera les élus. Et donc, qu'est-ce qu'ils posent comme question? Gendarmes couchés, crotte de chien, problème de voisinage. Tellement ils ont été biberonnés à l'idée qu'au fond, le périmètre démocratique est réduit. Ajouter cette mise en scène entre l'équipe magicienne et les gens qui viennent consommer une réponse, ou cette relation fournisseur-client qui fait au fond qu'on est en train de commercialiser la politique. Et au fond, il faut sortir de cela. Et il faut avoir comme horizon le citoyen. Jamais se considérer comme des magiciens. Toujours activer la citoyenneté et l'intelligence collective. Et le troisième retournement, c'est de changer de vision sur l'agir public. De dire que le chemin vaut le résultat. Parce que le chemin, c'est la voie des transformations personnelles et collectives. C'est ce chemin qui va du jeu singulier au nous collectif et solidaire. Et donc, pour moi, c'est important de dire que, voilà, il faut changer de regard, que le chemin est aussi important que le résultat, et donc que la démocratie s'est invitée à cheminer ensemble autour de cela. Et c'est à partir de ce constat-là qu'on a mis en place toute une série d'outils. Mais je ne vous parlerai pas d'outils, sinon quelques exemples. Je me contente du sens de l'écosystème dont je vais parler et de ce qui va changer radicalement. Mais pour autant, on n'a plus fait de réunion quartier, ça a été changé par des dispositifs comme diagnostic en marchant. C'est d'inviter les gens, les organisations, les élus, en fait, les différents collèges qui représentent la société, de cheminer ensemble pour voir ce qui ne va pas ensemble et de co-construire ensemble les solutions.
jamais considérer que la seule collectivité a réponse à tout, mais que le citoyen a des réponses à apporter, que l'organisation a des réponses à apporter. Et donc, c'est devenu diagnostic en marchant. Et puis, une des belles expériences que j'ai pu faire avant d'arrêter la politique, il y a 2 ans ou 3 ans, ça a été les rencontres en quartier. Ça n'a rien à voir avec les réunions de quartier. Les rencontres en quartier, c'est aussi d'avoir comme objectif qu'est-ce qui ne va pas dans ma rue, dans mon quartier, mais aussi dans ma cité. Quand je pense que la loi de rénovation démocratique s'est concentrée que sur des conseils de quartier, comme si les citoyens étaient juste capables de parler de leur quartier, pas de la cité, de la citoyenneté, c'est absolument incroyable. Et donc, je pense que les rencontres en quartier ont été une belle expérience, avec l'idée de dire que sur les 10 rencontres en quartier, en groupe d'ateliers de 10 personnes, avec un rapporteur qui ce sera un habitant, un maître du temps, un animateur, notamment des élus et des citoyens qui ont été formés, qu'on appellera les agoracteurs. On avait 2 temps de 3 quarts d'heure. Le premier temps, le cahier de doléances. C'était 1 an avant les Gilets jaunes, ou quelques mois avant les Gilets jaunes. Dites ce qui ne va pas dans votre rue, dans votre quartier, mais dites pas seulement ce qui ne va pas, construisons ensemble les solutions. 450 post-it différents qui reprenaient en fait une trentaine de préoccupations. Jamais donner l'impression que nous avons seuls la solution. C'est d'ailleurs ça qui crée le désenchantement derrière. Considérer que le citoyen a sa part dans la réponse, dans la co-construction. Deuxième temps, de 3 quarts d'heure, eh bien, imaginez en quoi vous êtes bénéficiaire, acteur de bienveillance. Au début, c'est quoi ça? Et en fait, on s'est rendu compte 420 post-it pour dire qu'au fond, la principale richesse dans une commune, c'est le citoyen. C'est non pas les voisins vigilants, mais les voisins bienveillants. C'est la bienveillance dans l'engagement de l'association. C'est de dire qu'au fond, la plus belle richesse d'une commune, ce n'est pas les équipements publics, ce n'est pas les voiries, c'est les habitants eux-mêmes. Et ça a été un moment très fort dans la prise de conscience de la citoyenneté active. Et donc, l'enjeu de la transition démocratique, c'est de passer d'une démocratie de type providentiel, essentiellement électorale, passive, descendante, jupitérienne, anesthésiante et pour tout dire infantilisante. Comment passer d'une démocratie où au fond on vous dit vote et tais-toi, dormez tranquille braves gens, je fais à votre place, ou causez toujours mais je décide à votre place. Comment passer de cette démocratie providentielle mortifère vers ce que j'appelle démocratie construction, démocratie-construction. Je n'ai pas trouvé de concept plus juste pour dire que la démocratie est inclusive. Ce n'est pas un zeste de participation, un zeste de concertation, un zeste de consultation. C'est le citoyen, c'est l'expert, c'est l'organisation au cœur du processus décisif de co-construction avec les élus. Et donc, cette démocratie construction, pourquoi construction? Parce que je considère que toute décision est un processus qui se construit. Ce n'est pas une addition d'avis qui sont définitifs, qui se construit. Et donc, la haute qualité démocratique, elle est exigence. Exigence, à travers 3 impératifs. Il faut qu'elle soit interactive, il faut qu'elle soit lente, c'est-à-dire mûrie, il faut qu'elle soit édifiante. Interactive, la haute qualité démocratique, ce n'est pas l'addition d'avis qui sont définitifs. C'est d'échanger dans la réciprocité pour faire avancer par le dialogue des avis différents. C'est la fertilisation des avis différents. Et cette dimension est essentielle. Ça se passe non pas par un consensus ou par un vote majoritaire, mais en gouvernance partagée, par ce qu'on appelle la décision par consentement. Le consentement, ce n'est pas tout le monde dit oui, c'est personne dit non. C'est-à-dire qu'on avance au fur et à mesure d'arguments qui sont mis sur la table. C'est le premier élément. Il faut que la démocratie soit interactive, dimension essentielle de la démocratie vivante. Deuxièmement, et je revendique ça, il faut que la démocratie soit lente, c'est-à-dire mûrie. Ce n'est pas à opposer à la réactivité du service public qui aurait été mise en place. Mais pour les grandes décisions, il faut du temps. Il faut sortir de la culture de l'immédiat, de la communication, de la culture de l'ego. Il faut le temps de la maturation, tout simplement pour prendre en compte 3 ingrédients de l'agir public qui sont essentiels. La complexité dont parlait Edgar Morin. Et tous ceux qui vous commencent par vous dire que tout est simple sont des démagogues et des menteurs. Il n'y a pas un sujet qui ne soit pas complexe. Les élus en responsabilité le savent. Deuxièmement, il faut prendre en compte l'altérité. Quand je viens à un débat public, ce n'est pas pour ma pomme. Il y a toujours une part de transcendement, pour ne pas dire transcendance républicaine, pour dépasser le quant à soi. Et puis, il y a la question de la maturation. Eh bien, on va me dire, on perd du temps? Pas du tout.
Il y aura évidemment plus de temps pour la maturation de la phase décisive de concertation et de co-construction, mais il y aura plus de rapidité et de justesse dans la décision, ce que Paul Ricoeur appelle la décision bonne et juste. Et donc, pour moi, le deuxième impératif, c'est la maturation de la décision. Refuser toujours de faire croire aux habitants que c'est en une réunion qu'on va trouver une solution. Parce que rien n'est simple et que tout est complexe. Et que l'habitant n'est pas là simplement à lui faire comprendre que c'est juste, tout est simple. Non, il faut partager, être copropriétaire de l'intérêt général. Et puis, le troisième impératif, militer pour une démocratie édifiante. Comment passer du jeu singulier, responsable, au nous solidaire et collectif. Et comment émanciper le jeu par le nous. Très compliqué dans une société individualiste. Comment passer du cas particulier vers l'intérêt général? Comment passer du discours du court terme à la parole au long cours, tel qu'on a mis en place avec le plan climat-énergie territoriale dans l'agglomération quand j'étais président de l'agglo. Et donc, cette transitivité sont essentielles. Et ça changera forcément le rôle de l'élu. Il ne fera plus pour les habitants de manière descendante, voire condescendante, il fera avec les citoyens. Il ne sera plus dans un face-à-face stérile, infantilisant, il sera dans la coproduction, dans le côte-à-côte coproductif, dans la phase décisive. Il ne sera plus dans la loi du tout ou rien, qui ne fonctionne nulle part, ni dans la vie privée, ni par ailleurs. Il sera dans le plus ou moins, c'est-à-dire dans les compromis dynamiques qui n'ont rien à voir avec des consensus mous qui se décident dans l'entre-soi de quelques notables, mais qui sont le fruit de l'intelligence collective. Voilà donc ce dont je parlais, c'est la démocratie édifiante. C'est l'esprit qui s'est incrusté dans l'écosystème que nous avons mis en place. Je parle bien d'écosystème, parce que tout a un sens et que la démocratie construction, elle est imprégnée à chaque moment dans nos décisions. Il y a plusieurs piliers, juste brièvement parler de 2 piliers et insister sur 3 autres piliers. Le premier pilier, c'est ce que vous faites d'ailleurs avec vos rencontres annuelles, il faut de temps en temps mettre sur la table un temps fort. Il faut que les gens sachent que dans leur espace départemental, commune, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une volonté de l'élu de faire en sorte que la démocratie soit vivante dans l'intervalle des élections. C'est ce que j'appelle les Olympiades de la démocratie. On en a organisé en gros 5. Pourquoi les Olympiades? Parce qu'à chaque étape, on met la barre plus haut. Et parce qu'on progresse, work in progress. Et donc, chaque fois, on met la barre plus haut. Une des Olympiades les plus importantes, sans doute les plus fondatrices, ça a été 2004, avec l'organisation des États généraux permanents de la démocratie, où nous avons réuni les habitants et nous avons consulté les habitants pour construire ensemble une grammaire démocratique qui se substitue à l'alphabet politicien. Et donc, cette grammaire a été co-construite par les habitants. Et comme on a consulté les habitants, comme en 98, j'ai fait la ville à pied aussi pour construire, pour être proche des habitants, pour aussi inviter les habitants à être proches du commun, eh bien, 43% des foyers ont répondu à la consultation qui nécessitait au moins une demi-heure de réflexion en partage, en famille. 43%. On a créé le là, en fait. Et je pense qu'on a besoin, dans une transition démocratique, pour passer d'une démocratie qui est mortifère à une démocratie vivante, eh bien, de temps en temps organiser des temps forts, convivialité, culturelle, sociale, quel que soit l'objet, quel que soit le support, faire croire que les habitants sont importants dans l'intervalle des élections. Et donc, c'est dans cet esprit que nous avons organisé ces temps forts. Et puis, nous avons mis en place tout un écosystème pour mieux décider ensemble, mais pas seulement. Et c'est le deuxième pilier, c'est aussi pour mieux agir ensemble. Et donc, pour développer le pouvoir citoyen, le pouvoir d'agir des citoyens. Et ainsi, nous avons mis en place un fonds d'initiative citoyenne qui est aujourd'hui, en gros, le précurseur des budgets participatifs. Et c'est ainsi qu'un collectif citoyen qui sera réclamé de Pierre Rabhi a pu bénéficier d'une friche industrielle que nous avons rénovée, mise à disposition. Ils ont créé un restaurant associatif, 17 emplois de créés. On a mis en place un jardin pour l'éducation à la permaculture. En fait, les politiques, modestement, ont accompagné ce qui est de l'ordre d'une aventure citoyenne. Et ça, c'est beau. Ça montre aussi la distance qu'on doit prendre par rapport à soi-même. On n'est pas l'alpha et l'oméga des décisions et de ce qui se vit dans notre commune. Et donc, voilà, c'est 2 choses importantes, je ne vais pas les définir. Les 3 piliers qui sont vraiment essentiels, c'est d'abord un lieu, c'est un principe et c'est un outil.
un lieu dédié aux pratiques démocratiques, pour une démocratie habitée. Prendre soin de la démocratie, c'est lui donner un toit. Et j'ai toujours considéré que c'était assez saugrenu d'imaginer qu'on ait des lieux pour toutes les activités humaines, sauf pour celles qui permettent d'une manière confortable, d'une manière sûre, d'une manière importante, le débat public, la co-construction et la décision. C'est le sens de la construction en 2006, 2 ans après les États généraux permanents de la démocratie, de la maison de la citoyenneté. On ne naît pas citoyen, on le devient, quel que soit le statut qui est le nôtre. Et on le devient dans tous les processus de décision. Et cette maison de la citoyenneté, c'est la maison de toutes les ressources humaines, élus, citoyens, experts, organisations. C'est le lieu des 3 fonctions essentielles de la démocratie, le débat. Et je voudrais insister ici pour dire que le débat n'est pas la décision, n'est pas même la co-construction. Le débat, c'est un temps de débat qui ne se suffit pas à lui-même. Le débat n'est que l'amorce d'une séquence démocratique. La deuxième fonction importante, oubliée dans notre pays, c'est la démarche de co-construction, de co-élaboration de propositions. La troisième fonction essentielle, c'est celle de décider, soit par une collectivité, soit par un référendum. Je ne suis absolument pas opposé, mais ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la révolution démocratique. Et donc, voilà, c'est les 3 fonctions essentielles, c'est toutes les ressources de sens. Et puis j'aime aussi dire que cette maison de la citoyenneté représente pour moi l'idéal démocratique à travers les 3 espaces qui le composent. Il représente 3 cultures démocratiques qui sont en nous, qui existent entre nous, qui s'ignorent, qui s'affrontent en permanence. Le premier espace représente l'espace de la résistance, c'est l'espace, le parvis Jean Moulin. Il représente la culture de la résistance, de l'indignation, de la colère, du contre-pouvoir. Tellement importante cette culture. On traverse l'espace Jean Jaurès, qui représente la culture de l'utopie, de ce qui est à venir, du projet, de la vision. Et il faut que les élus, les citoyens aient une vision partagée de leur collectivité. Puis le troisième espace, celui de l'espace Pierre Mendès France, dont je suis un admirateur, l'espace de la régulation, l'acceptation du principe de réalité, le courage politique, comprendre le réel pour aller vers l'idéal, comme le disait si justement Jean Jaurès. Et ces 3 espaces, ces 3 cultures, elles s'ignorent en permanence. Mais pour moi, l'idéal démocratique, c'est de fertiliser ces 3 cultures, accepter la colère au départ, mais lui donner un débouché de co-construction. Accepter qu'il y ait un rêve, mais le mettre en contact avec le principe de réalité, le budget, le règlement, etc. Et donc, cette maison de citoyenneté est aussi celle de l'égalité démocratique au sens de Pierre Rosanvallon. C'est entendre la parole singulière de chaque habitant pour ensuite aller vers la communalité, construire du commun, et comment? Par la réciprocité des échanges. Et donc la démocratie, ce n'est pas du luxe, c'est l'essentiel, c'est le levain de la pâte. Et donc cette maison de citoyenneté, pour moi, est un pilier important. Quand vous irez à Kingersheim, et je crois que des journalistes viendront dans les prochains temps, ils vont peut-être interroger les habitants. Peut-être que beaucoup n'ont pas été, notamment parmi les invisibles, n'auront pas été dans le processus. Et pourtant, on a fait du porte-à-porte, on a incité, mais on pourra répondre à cette question peut-être dans le débat. Mais ils savent tous, et d'ailleurs, il y a des reportages qui ont été faits, j'étais surpris à quel point les habitants savent qu'ils ont leur maison, qui est la maison de la citoyenneté, qui n'a rien à voir avec la mairie administrative. Voilà, maison de la citoyenneté. Le deuxième élément, c'est un principe. Il est fondateur de l'écosystème qu'on a mis en place à Kingersheim, fait l'objet d'une longue maturation. Le principe est le suivant. À chaque fois que nous mettons en agenda un projet inscrit dans notre contrat municipal sur la base duquel nous sommes élus, et je n'oppose pas représentation et participation, ou à chaque fois qu'arrive sur la table, et je n'en ai pas eu assez, des pétitions, et donc il faut développer le droit d'interpellation, qui peut d'ailleurs se prolonger par un référendum d'initiative citoyenne pour oxygéner la démocratie dans un intervalle. Je ne suis pas opposé, au contraire. Mais à chaque fois qu'il y a un projet qu'on met en agenda, à chaque fois qu'il y a une pétition, ou à chaque fois qu'il y a une interpellation de citoyens, un projet de citoyen, nous ouvrons ce que j'appelle une séquence démocratique. Cette séquence a un début et une fin. Mais l'impératif d'une séquence est d'être décisive pour la décision des élus. Et je n'oppose pas ce qui est décisif et ce qui est décisionnel. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est les deux. Et donc, je fais en sorte que ce qui est décisif devienne décisionnel, ce que j'appelle le continuum démocratique. Et je dépasse en ce sens la démocratie de participation, qui est la participation sans vote, ou la démocratie directe, qui est le vote sans participation.
il y a toujours la recherche de qualité de délibération avant une décision, qu'elle soit prise par une assemblée élue ou par un référendum. Et cette démarche est essentielle. C'est une démocratie de projet. Il y a autant de séquences démocratiques qu'il y a eu de projets. Ces 10 dernières années, il y en a 40. Et donc 40 conseils participatifs dont je vais parler dans quelques instants. Donc, comment est préparée une séquence démocratique? Elle est confiée là aussi à une équipe projet hybride, composée d'un porteur politique, d'un porteur technique parmi la mairie, collaborateurs, et de 3, 4, 5 habitants qu'on appellera les agoracteurs, qui ont été formés, on a eu un budget pour cela, et qui travaillent en équipe projet pour construire la séquence démocratique. Pas seulement le débat, mais la durée, les enjeux, les questions, les consultations. Bref, ils assument l'ingénierie démocratique. Comment est validée une séquence démocratique portée par l'équipe projet, et donc pas seulement par le maire? Le maire, il porte la validité, la crédibilité du projet, mais c'est l'équipe projet qui propose la méthode. Eh bien, c'est validé parce qu'on a mis en place en 2005, après une nouvelle Olympiade de la démocratie qui s'appelle Agora 15-20, eh bien, on a mis en place un conseil communal de la démocratie qui n'est pas décisionnel, mais qui est dans l'animation de la démocratie participative, de la démocratie construction. Elle est composée d'une trentaine de citoyens, donc majoritaires, de l'équipe municipale et des principaux collaborateurs, mais aussi des représentants des associations. Et toutes les 6 semaines, samedi matin, c'est un vrai bonheur. On a travaillé sur comment mettre en agenda telle séquence, partie de l'équipe projet qui vient présenter sa proposition. Ce conseil communal a aussi un rôle de suivi et d'évaluation du processus. Et c'est un moment, une instance qui nous paraît aujourd'hui absolument incontournable. Quel est le parcours d'une séquence démocratique? L'acte 1, c'est d'inviter les personnes concernées. Toutes les personnes concernées, il ne faut oublier personne au festin démocratique. L'acte 1, et souvent je le fais par enveloppe, par écrit, boîte aux lettres, avec le maire vous invite à partager, enfin, je précise les choses. L'acte 2, c'est la réunion publique, qui est seulement une réunion instituante. Quel est l'intérêt de la réunion publique à la maison citoyenneté? C'est de permettre de mettre sur la table le sens lorsque c'est un projet municipal ou de se mettre à l'écoute quand c'est une pétition. Et ça nous permet de mettre sur la table les peurs. Elles sont constitutives de tout projet. La peur est là. Et il faut donc qu'elle puisse s'exprimer. Mettre sur la table les questions qui sont essentielles. Mettre sur la table les premières préconisations. Mais surtout ne pas faire croire qu'une réunion peut déboucher sur une décision. Et donc, nous déléguons, nous confions à une instance participative qui sera créée ce soir même à l'issue de la réunion, qu'on appelle un conseil participatif, pour approfondir la question, pour aller dans la complexité du sujet, pour co-construire les solutions et devenir le moment venu, quand je parle de fin, venir devant le conseil municipal par les représentants des 4 collèges dont je parlerai la composition dans quelques instants, pour faire les préconisations et pour que les élus puissent prendre une décision comme on prend un fruit mûr. Et donc, on propose aux habitants qui se sont déplacés, s'ils ont envie de participer au conseil participatif. Et donc, pour moi, c'est important de ne pas décourager les gens qui s'engagent, mais en même temps, comme c'est très souvent les TLM, toujours les mêmes, et souvent des retraités, alors on procède pour 40% du collège des habitants au tirage au sort dans les jours qui suivent. Donc, premier collège des habitants, majoritaire, peu importe d'ailleurs, il n'y a pas de quorum. S'il y a 40 habitants, c'est 40 habitants. Peu importe le nombre, ce qui importe, c'est la qualité des délibérations derrière. Deuxième collège, des élus, majoritaires et minoritaires. Respect de tout élu, qu'il soit majoritaire ou minoritaire. Troisième collège, celui des experts, les collaborateurs de la mairie, mais aussi toutes les expertises extérieures. Nous avons besoin d'expertise pour objectiver la réflexion. Et tous ceux qui font des discours contre des experts ne comprennent pas l'importance d'expertise. Jamais l'expertise au bout de la décision, sinon c'est la technocratie, mais l'expertise est fondamentale. Et nous avons la chance en France d'avoir une fonction publique territoriale de très grande qualité. Des gens qui nous amènent beaucoup de réflexions et de propositions. Puis le quatrième collège, qui est trop souvent oublié, y compris aujourd'hui au niveau national, c'est le collège des organisations, ONG, syndicats, qui éprouvent la démocratie, associations tellement importantes, vitalité, démocratie, et jamais entendu. Et donc nous avons les 4 collèges, toujours, pour chaque conseil participatif, quel que soit le projet.
J'en arrive donc maintenant à l'outil privilégié qu'est le conseil participatif. Le Dieu dédié, c'est pour une démocratie habitée. Le principe de la séquence démocratique, c'est pour une démocratie continue, qui n'a rien à voir avec une démocratie en continu, avec des palabres sans fin. Et puis, l'outil privilégié, le conseil participatif, c'est pour une démocratie édifiante. Comment, le temps qu'il faut, aller au fond du sujet et fertiliser les points de vue différents, c'est la philosophie des conseils participatifs. C'est très subversif, parce que ceux qui viennent avec des certitudes auront du mal. Ceux qui viennent avec des convictions viendront avec l'humilité du dialogue. Ceux qui viennent avec certitude viendront avec la suffisance des statu quo. Et donc, c'est très subversif. Et moi qui suis coprésident de Place Publique, nous militons pour cela. C'est pour des convictions, pas pour des certitudes. Accepter de pouvoir changer d'avis aussi, dès lors qu'on s'inscrit dans une transition écologique et une transition sociale qui permettent aux gens d'habiter cette planète de manière digne. Eh bien, je crois que c'est important de dire que les conseils participatifs, c'est la composition, c'est les 4 collèges, c'est la philosophie, c'est fertiliser les points de vue différents. Il y a quelques conditions de réussite, je veux le dire ici. La première, c'est la base démocratique la plus large possible, j'en ai parlé tout à l'heure. La deuxième, c'est la représentativité, la pluralité. Plus le conseil participatif est pluriel, plus on est en capacité de construire des compromis dynamiques. Plus c'est resserré, je prends un exemple, vous prenez que les riverains d'un espace de jeu, ce n'est pas la peine de faire du conseil participatif. Il n'y a pas de pluralité, il n'y a pas de compromis possible. Et donc, plus la composition fait partie du boulot de l'équipe projet, plus on va dans la pluralité, plus il est possible de construire des compromis dynamiques, à condition d'être dans la lenteur de la maturation. Donc, première base démocratique. Deuxième condition, la représentativité. Troisième condition, et c'est très important, c'est la formation. C'est le retour à l'éducation populaire pour que tous aient le même sens des mots déjà et le même niveau de compréhension des enjeux. Et c'est indispensable de partir là-dessus. Lorsqu'on est parti sur la révision du plan local d'urbanisme, séquence ouverte, conseil participatif, 80 personnes en tout, ou peut-être même 100, 3 ans de travail, personne n'a démissionné entre-temps. Tout le monde a travaillé sur cette question-là. Mais la première parole, c'était la parole du maire. Et en disant que, voilà, ma commune est un coin de la planète. Il est hors de question qu'on aggrave le réchauffement climatique et qu'on détruise la biodiversité. Là, j'ai joué mon rôle d'élu. J'ai élevé le débat. J'ai fait en sorte de préciser le périmètre de lequel je reviendrai tout à l'heure. Et j'ai surtout proposé à chacun et à tous de se former. Et donc, nous avons consacré une soirée à la commune dans quel dispositif? D'une part, dans les accords de Kyoto, le facteur 4. D'autre part, dans la transition énergétique européenne, sur les lois de transition énergétique au niveau national, sur le SCOT, qu'est-ce que c'est un schéma de cohérence territoriale, qu'est-ce que c'est la loi PLH. Donc, faire en sorte que tout le monde s'approprie le cadre dans lequel on s'inscrive et quelle est la finalité au fond, donner du sens. Et puis la deuxième soirée de formation, c'était quel équilibre trouver entre le besoin de logement et le désir d'environnement. C'est la question de la densité urbaine. Quelle bonne densité? Comment éviter d'artificialiser les terres? Donc, tout cela, c'est un travail fantastique. Et c'est du vrai bonheur. Moi, je suis rentré à l'issue du conseil participatif plus heureux qu'un soir d'élection parce qu'il y a du bonheur à partager le pouvoir. Et puis, la quatrième condition, donc la formation est essentielle. Quatrième condition, c'est l'ingénierie démocratique. L'idéal, je l'ai écrit dans un premier bouquin qui s'appelle Faire honnête la démocratie, c'est que tous les maires soient à leur disposition des ingénieurs de débat public, des gens qui sachent comment affronter le débat public, comment éviter à ce que les gueulards prennent le pouvoir, comment faire en sorte qu'on s'inscrive dans le long cours de la pensée partagée. Donc bref, on a besoin de cela. On a besoin de gens qui soient à nos côtés pour que le maire puisse prendre la distance, pour donner le sens, pour prendre la décision à la fin avec le conseil municipal, mais aussi de prendre la distance pour comprendre, il peut être à la fois juge et partie, à la fois l'animation et puis le décideur. Et puis, la cinquième condition de réussite, là, ça rejoint la noblesse du politique. Dès lors qu'il est capable du courage de parler vrai, de proférer une parole et non pas un discours formaté, eh bien, c'est de préciser le périmètre démocratique. Et ce périmètre, ça touche autant les valeurs. Moi, je suis un homme de progrès, un homme de gauche, et donc j'ai des valeurs. Et j'ai envie que lorsqu'on s'inscrit dans une démarche, on parle de fraternité et non pas d'exclusion. Et donc, forcément, il y aura un périmètre sur lequel je ne transigerai pas. Il y a des valeurs qui sont ouvertes, pas forcément
elles sont transpartisanes, pas forcément claniques, mais il y a des valeurs sur lesquelles on ne transige pas. Il y a aussi le périmètre budgétaire, sur lequel il faut faire préciser les contours, le périmètre réglementaire. Donc, il n'y a pas de démocratie possible sans cadre et sans limite face à l'hubris de l'absolu pouvoir. Et donc, le périmètre est une des conditions essentielles. Et puis, la dernière condition, c'est la restitution. Le risque de la haute qualité démocratique, où 80 personnes deviennent des spécialistes, c'est que les habitants soient largués par rapport à ça. Et donc, il faut, par le numérique, par des réunions de restitution, ce que j'appelle les forums de restitution, revenir régulièrement devant les habitants pour dire où en sont les décisions intermédiaires, sans jamais revenir en arrière. Parce que là aussi, les membres du conseil participatif signent une charte de l'engagement, parce que ce n'est pas du bricolage, on n'improvise pas, c'est sérieux et on prend les gens au sérieux, et donc il faut que les gens prennent au sérieux cette démarche participative. Je termine mes propos, puisque je suis à 40-45 minutes, et je ne vais pas plus loin sur ce que ça va changer radicalement dans le rapport ça va changer radicalement dans le rapport à l'élection. C'est-à-dire que l'élection ne sera plus qu'un passeport pour une démocratie continue. Ça changera le rapport à la décision. On ne sera pas dans la posture, dans la technique, dans l'affect. On sera à la fois dans l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction. On changera le rapport au pouvoir. On changera le rapport à la politique. Et puis finalement, ça changera radicalement le rôle de l'élu. Je pense que l'élu demain aura beaucoup d'importance dans une société compliquée, à condition qu'il soit bien sûr dans la décision du conseil municipal, mais qu'il soit, avant d'être dans la décision bonne et juste, l'animateur du processus de décision. Qu'il comprenne, ce n'est pas parce qu'il est élu qu'il a la science infuse, il a la légalité de décider, mais pas encore la légitimité de décider. La légitimité tient autant de comment on prend la décision que de qui la prend la décision. Tellement aujourd'hui elle est discréditée. Mais il sera donc l'animateur du processus de décision, avec ses équipes, avec les agro-acteurs, avec un ingénieur de débat public. Il va dire que voilà, tel projet, moi je n'ai pas la science infuse. J'ai la volonté politique, je l'ai inscrit dans mon contrat municipal. Mais il y a une intelligence collective pour que la légitimité de la décision ne soit pas seulement électorale, mais celle du processus. Et puis il ne sera pas seulement un pourvoyeur d'équipements publics et de services publics, qui est très bien, mais il sera aussi un activateur du pouvoir d'agir citoyen. Il prendra cette distance par rapport à lui-même pour comprendre qu'il ne sera pas le seul à changer la ville, que la ville se change avec les citoyens, avec les associations. Il faut donc mettre tout en œuvre pour permettre, pour susciter, accompagner, encourager le pouvoir d'agir citoyen et de sortir de l'entre-soi des notables. Et donc, une phrase pour résumer tout ça, celle d'Anna Arendt qui était écrite en lettres d'or dans l'Agora Pierre Mendès France: le pouvoir naît quand les hommes travaillent ensemble, il disparaît lorsqu'ils se dispersent. Merci de m'avoir entendu, j'espère n'avoir pas été trop long. Merci beaucoup, Jo Spiegel. On attend les applaudissements, mais en virtuel, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que devant une salle pleine, même si ce n'est pas forcément le cadre de réunion publique que vous préférez aujourd'hui, je pense qu'il y en aurait eu beaucoup. On va prendre donc les questions des internautes qui vous ont suivi, sachant que je rappelle que vous pouvez toujours envoyer des questions maintenant que le propos est terminé, sur des choses peut-être plus précises, hein, sur la commune dont a été maire Jo Spiegel, ou sur la démocratie participative plus en général. On a déjà des questions. Alors, normalement, je ne dois vous donner que les questions, mais il y a quand même un propos élogieux. Comme vous avez dit que vous faisiez preuve d'humilité, je ne vais pas en dire trop. On a aussi des affirmations, mais je sais que ça fait du bien. Vous l'avez dit, quand vous êtes rentré d'une réunion, c'était comme un soir d'élection, c'était mieux, parce que ça vous a ressourcé. Quelqu'un nous dit: ce témoignage est extraordinaire, ça me redonne un espoir incroyable. Et il y a quand même une question, c'est comment faire infuser cette expérience dans toutes les mairies. Cette présentation sera-t-elle accessible? Donc ça, c'est une question pour le conseil départemental, mais je crois qu'elle est enregistrée, donc je pense qu'elle pourra être accessible. Je souhaite organiser une projection pour le conseil municipal de mon village. Comment faire infuser toute cette expérience dans les mairies? Je le rapproche d'une autre question qu'on a reçue, qui est comment décider les municipalités à mettre en place ce que vous avez pu mettre dans votre commune. Si la municipalité est porteuse du projet, comme vous, c'est bien, mais Jo Spiegel, comment est-ce qu'on peut faire face à une municipalité qui n'a pas forcément cette culture-là et qui n'a pas prévu de mettre en place ces mécanismes-là? Quels sont les combats à mener, les réflexions à avoir? C'est vrai que
Moi, je vous ai parlé du point de vue de quelqu'un qui travaille une offre démocratique, et non pas de quelqu'un qui est dans la demande démocratique. Donc, je n'ai pas suffisamment réfléchi à cette question. Mais j'ai envie de répondre quand même, de dire qu'on peut imaginer que un collectif citoyen s'inscrive dans cette démarche de débat public, de co-construction, et par là même de convaincre peut-être l'équipe municipale en place de prendre cet exemple. Mais je sais que c'est compliqué, à la place des citoyens, face à une équipe municipale qui n'a rien compris à cette option démocratique, qui n'est pas une option, qui est une obligation de rénovation démocratique, c'est très compliqué. Donc je suis un peu embêté, mais je pense qu'il faut j'ai eu cette question dans d'autres interventions, je pense qu'il faut mettre en œuvre une démarche qui puisse être comparable, à condition que l'élu nous mette à disposition les outils, l'équipement, c'est jouable. Il faut simplement s'inscrire dans cette démarche exigeante d'invitation, dans un esprit constructif, parce que j'en supporte pas la cour de récréation, de dire qu'il y a un vrai enjeu, d'animer le débat, et puis de proposer un conseil participatif qui ne soit pas forcément mis en avant par une équipe municipale, mais par un collectif citoyen. Moi, je crois que c'est jouable. On a une autre question. Comment dépasser les zones d'intervention des collectivités liées à la décentralisation par bloc? Et donc, au-delà, il y a beaucoup de compétences où on a des mairies qui nous disent ben, ça c'est intéressant, on pourrait voir ça, mais c'est pas nous. C'est le conseil départemental. Le conseil départemental, c'est pas nous. C'est la région ou c'est la mairie. Et du coup, on se bloque à ces murs de concertation avec des collectivités qui ne sont pas forcément au même niveau, au niveau de la démocratie participative, et du coup, ça bloque des initiatives. Oui, je n'ai pas tellement senti ce lien, j'ai senti l'anesthésie démocratique dans plein de collectivités, notamment au niveau départemental, et c'est tout en votre honneur au Conseil départemental de Haute-Garonne de mettre cette question au cœur de l'agir public. Je n'ai pas senti de frein. Par contre, je pense, et j'ai beaucoup écrit là-dessus, je pense que la haute qualité démocratique, la haute qualité environnementale et la haute qualité de l'organisation des pouvoirs locaux, c'est interdépendant. Je pense notamment, et je pense qu'il y a des élus communautaires qui sont présents. Moi, je suis un militant de l'intercommunalité parce que c'est la coopération entre les communes, coproduire ce que seuls les habitants et les communes ne peuvent pas faire. C'est le principe de subsidiarité qui enchaîne le principe de solidarité. Parce que la fracture territoriale est scandaleuse. Il y a des inégalités de richesse incroyables. Et l'intercommunalité est une réponse à ça. Mais il y a un déficit de débat démocratique. Les communautés de communes, les comités d'agglomération, aujourd'hui, des compétences énormes aux côtés des départements d'ailleurs, notamment les compétences leviers pour la transition écologique. La mobilité, l'habitat, l'économie, les déchets, c'est tous des sujets qui ne sont jamais mis en agenda pour débat. Et moi, je suis très heureux d'avoir pu, lorsque j'étais président d'agglomération, mettre en œuvre un des premiers plans climat et énergie territoriale, qui est de fédérer, mobiliser l'ensemble du territoire pour être à la hauteur des générations futures. C'est un enjeu fantastique et il n'y a pas de transition écologique sans transition démocratique. C'est ce qu'on n'arrête pas de réaffirmer à place publique. Il n'y a pas de transition écologique sans transition démocratique et sans transition sociale. Et donc, la question que vous posez, c'est en effet une meilleure organisation des pouvoirs locaux. D'une certaine manière, j'ose le dire, ça ne peut pas être l'affaire des sénateurs et des députés, l'organisation des pouvoirs locaux. Ça devrait faire l'objet d'une vraie réflexion, d'une constituante, d'une vraie décentralisation, avec le souci de l'identité des territoires, avec le souci de bon usage des deniers publics, d'éviter les doublons, avec le souci d'une démocratie réelle, et donc de refuser le big is beautiful, en fait. C'est parce qu'un étendu, comme si c'était étendu, on va faire mieux. Il y a des Länder en Allemagne qui sont plus petits, mais qui ont plus de compétences. Et les élus qui sont dans la salle le savent. Nous avons pas besoin d'étendue, nous avons besoin de compétences. Mais à ce moment-là, de compétences que nous devons partager dans une démocratie vivante, avec les citoyens, avec les experts et avec les organisations. Merci. Alors, je vais faire un petit réglage son parce que je vous entends sans doute beaucoup moins bien sur scène que sur les internautes. Je ne voudrais pas louper des bouts de phrases pour qu'il y ait un petit peu moins d'écho. Vous en parlez un peu dans votre dernier ouvrage, mais est-ce qu'on peut mettre en place ces démocraties participatives au niveau national? Au niveau d'une commune, 200-300 personnes rentrent dans une salle. Des groupes de travail de 10 personnes, on peut le faire. Il y a eu des expériences dernièrement au niveau national, alors qui ont été plus ou moins bien reçues, de panels citoyens, de conférences. Est-ce que c'est la bonne voie?
Est-ce qu'on peut mettre en place des choses différentes? Comment est-ce que vous voyez ça au niveau national, qui donnerait une culture, peut-être pour toutes les collectivités après? Oui, j'ai notamment écrit sur Facebook sur la façon de décider par rapport au Covid-19 et quelle réponse apporter. Je suis assez sidéré par la démocratie et la queue leu, le conseil scientifique, puis les techniciens, puis le politique, puis le chef qui décide. Je pense qu'on peut, à l'échelle, à toutes les échelles, puisque ce que je propose dans la démocratie construction est une démocratie de projet. Et donc, on peut imaginer qu'un projet national puisse être mis sur la table, de suivre la même séquence démocratique. Après, il faut de l'inventivité, ça peut être territoire par territoire, il faut des ingénieurs débat public pour récolter tout cela. Mais ce qui est important, me semble-t-il, ce n'est pas tellement une convention citoyenne. Pour le climat, c'est une bonne initiative, mais pas suffisante. Moi, j'aurais vu un conseil participatif avec une composition d'habitants volontaires tirés au sort, des représentants des sociétés civiles, des conseils de développement, des Césaires, des représentants de toutes les strates d'élus, parce qu'il faut que les élus soient présents parmi aussi les autres, des experts, et puis les représentants syndicaux, associatifs, etc. La France qui se parle. Peut-être qu'il faut du temps, mais il faut changer d'air, il faut passer de la pluralité vers le dialogue. Et je pense qu'on peut imaginer sur une question comme celle-ci, qui est la question du climat, de faire en sorte qu'on n'arrive pas à une convention citoyenne qui se voit frustrée d'un certain nombre de décisions, qui aura bossé de manière remarquable avec des experts, ça a été sérieux. Et donc, cette démocratie à la queue leu, elle est perdante, elle ne fonctionne pas. Alors que si vous mettez en place un conseil participatif de plein pied, où les élus de plein pied avec les habitants sont dans la phase décisive, n'ont pas plus de voix que les habitants, ils ont leur voix lorsqu'ils sont à l'Assemblée nationale, ou au conseil municipal, ou au conseil départemental, ils assument une décision derrière, mais à condition qu'ils ont été de plein pied le temps qu'il faut dans une instance participative qui permette d'échanger, de fertiliser. Évidemment, je le dis, ça va être très subversif, puisque les partis politiques risquent de jouer la posture comme pour les élections. Mais je pense qu'il faut, à un moment donné, avoir le courage de mettre sur la table. Tant pis si ça ne marche pas. Mais il faut avoir le courage de cette fertilisation des points de vue différents. Je suis persuadé qu'il n'est pas un consensus mou, hein, c'est vraiment une décision par consentement pour arriver sur des choses qui seront à la fois utopiques et réalistes. Et c'est en ce sens qu'on voit le frein, la limite entre une convention citoyenne qui est dans une proposition, puis les députés qui se sentent démunis de cela. Mais non, il faut les mettre dans le coup aussi. Les sénateurs qui vont prendre des décisions parfois très éloignées des préoccupations des habitants. Donc moi, je plaide qu'à chaque échelle, et c'est une question qui m'est posée à chaque fois, le changement d'échelle, c'est possible, à condition d'être dans une démocratie de projet et une volonté politique d'une participation réelle de toutes les ressources de sens. Pas une question d'internaute, mais une question que je vous pose directement. Dans votre expérience de maire, est-ce que vous avez pu avoir des collègues qui vous ont dit ce que tu es en train de mettre en place, c'est une sorte de perte de pouvoir volontaire? Tu vas te manger les doigts, c'est une perte de pouvoir volontaire et tu vas aller dans le mur. Non, parce que partager le pouvoir, ce n'est pas le perdre, c'est le magnifier. Et ça donnait un rôle plus important aux conseils municipaux de base, parce qu'ils sont essentiels dans la composition des conseils participatifs. Et ils entendent les habitants, ils entendent l'expertise, ils entendent des représentants des associations. Et comme les autres, entendent aussi l'élu qui est en responsabilité, qui sait peut-être plus que d'autres parce qu'il est en responsabilité, les limites, le principe de réalité. Et c'est cet élément-là qui fait qu'au fond, les conseillers municipaux prennent plus d'importance dans une démarche participative. Comme d'ailleurs les experts, les collaborateurs. Moi, j'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui vous tiendraient un discours identique aujourd'hui, parce qu'ils sont plus reconnus au contact des autres. Moi, j'ai un directeur des services techniques qui, moi, je suis scié comme il est devenu animateur des ateliers participatifs. Il a tout compris. Et il n'a pas jamais dit qu'il perdait du pouvoir. Au contraire, son savoir a été reconnu, important. Moi, je crois beaucoup à l'expertise pour objectiver les choses. Et donc, chacun s'y reconnaît. L'association qui n'est jamais entendue sur un sujet comme l'aménagement de temps de l'enfant, par exemple, ils ont été essentiels. Les parents d'élèves qui n'avaient jamais rien à dire, ils étaient là. Les syndicats étaient là. Donc, c'est important que chacun se sente reconnu. C'est important, cette reconnaissance. Mais reconnu dans un collectif. C'est donc aussi une part d'humilité attendue de la part de tous. Vous avez parlé dans votre propos d'éducation. On a une question très intéressante. Comment favoriser l'apprentissage de la démocratie participative dès le plus jeune âge, et notamment dans les plus petites classes, où on a
le maître ou la maîtresse qui dit la vérité, et puis les enfants qui obéissent. Merci pour cette excellente question, parce que, évidemment, changer de pratique, c'est un des aspects, les leviers les plus forts de la transition démocratique. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres leviers sur lesquels il faut actionner, y compris institutionnels. Moi, je ne suis pas loin de penser que la 6e République va inclure des changements de pratique. Mais il ne suffit pas une 6e République sloganisée, ça ne veut rien dire. Mais la 6e République, ça se prépare aussi dans les écoles. Comment passer d'une école de la compétition et de la transmission vers une école de la coopération et de la participation? Moi, j'ai la chance, j'ai été prof d'éducation physique et j'ai la chance de beaucoup travailler les sciences de l'éducation. J'ai été habité par les propos de Maria Montessori, de Célestin Freinet, bien sûr, confirmés aujourd'hui par les neurosciences. Il a considéré l'enfant comme acteur de son apprentissage, et non pas comme une oie à gaver. Les citoyens ne sont pas des oies à gaver de décisions qui viennent d'ailleurs. Les enfants ne sont pas des oies à gaver. Il faut les mettre en situation de réussir leur propre métamorphose. Et ça change tout. Et donc, la démocratie construction est à la démocratie ce que la pédagogie active est à la pédagogie. Et donc, il faut changer l'école. Et d'ailleurs, vous observerez que les pays les plus avancés en matière de richesse démocratique, c'est les pays nordiques, et notamment le Québec, où ils ont instauré l'idée que dans l'école maternelle, dès l'école maternelle, les premières habiletés à émanciper, ce n'est pas les habiletés cognitives, elles viendront de fait, c'est les habiletés sociales. Apprendre à connaître l'autre, apprendre à être dans le conflit et en sortir. Ça s'apprend dès le plus jeune âge. Or, aujourd'hui, l'école de la République, qui malgré la qualité des instituteurs et des professeurs, est dans une logique quand même de compétition, avec des notations par classement qui n'ont aucun sens. Je pourrais longtemps débattre sur une évaluation, une démarche par évaluation formative et non pas simplement normative. Mais au fond, c'est ça. Et la démocratie, c'est pareil. Et le Conseil communal de la démocratie évalue, donne du sens à ce qu'on fait. Voilà, c'est de passer de la passivité à l'activité citoyenne. Et ça commence dès l'enfance. On a des questions aussi, alors plus épineuses. Il y a la question du temps qui est donné aux citoyens pour participer. Participation bénévole, en plus du travail, en plus de la vie de famille. Et notamment la question qui revient, moi, que j'ai déjà entendue en réunion publique, la question de la rémunération éventuelle de bénévoles qui travaillent sur des projets, parce que ça peut être très chronophage. Quand on va chercher les informations soi-même, c'est long, c'est difficile. On peut aussi être assez contrarié dans ces recherches-là. Quelle est votre position sur le sujet? Ouais, c'est une question vraiment là aussi très importante. Plus généralement, j'anticipe peut-être sur d'autres questions, ceux qui participent, malgré notre volonté politique d'inclusion, c'est plutôt les gens qui sont inclus dans la société. Et ceux qui sont exclus sont plutôt allés dans les ronds-points de France, c'est les invisibles. Parce que le local ne règle pas tout. Parce que la globalisation fait que les gens sont amochés et que les fins de mois difficiles ne permettent pas la participation démocratique. Il faut donc être très humble dans l'offre démocratique. Il faut donc chercher à régler la question sociale en même temps que la question démocratique. Et pour moi, c'est inacceptable que des gens n'aient pas au même niveau la possibilité de participer aux enjeux politiques parce qu'ils sont soumis à des questions sociales qui sont inexplicables et inacceptables dans notre pays du XXIe siècle. Je le dis avec beaucoup d'émotion. Et il y a donc à réfléchir aussi dans le cadre qui est le nôtre, et on réfléchit d'ailleurs à Place Publique à l'idée d'un RTT de la participation, que les gens puissent avoir du temps de participation. Et qu'à défaut d'indemnisation, parce que la question de l'indemnisation, de la rémunération, n'est absolument pas saugrenue. Il faut peut-être réfléchir à un statut du citoyen, comme un statut de l'associatif. Ça fait des années et des années qu'on en parle. Ça a du sens que des gens s'engagent dans une association. Ça a du sens que des gens s'engagent dans le processus, dans l'épreuve démocratique, qui est toujours à un moment donné un renoncement à quelque chose. Ça a du sens de donner du temps, de la compétence, de l'intelligence. Eh bien, nous, à défaut, et on a eu cette question, j'ai beaucoup parlé de municipalité là-dessus, je pense qu'on peut imaginer un budget d'ailleurs de rémunération. Moi, ça ne me paraît pas saugrenu, mais ce qu'on a décidé, nous, en contrario, c'est d'aller dans le convivialisme. Il n'y a pas de participation démocratique sans convivialité. Et du coup, à l'issue des séances plénières des conseils participatifs, on casse la croûte ensemble. C'est une façon d'être heureux d'être ensemble. C'est en fait, c'est pas, les gens d'ailleurs cherchent pas à être rémunérés.
mais ils cherchent à être reconnus. Ils cherchent aussi une forme d'humanisme. Toute démocratie participative est humanisante, mais il faut donc lui donner un état d'esprit. Lorsqu'on a fait les rencontres en quartier, on a commencé par un pot pour que les gens se sentent accueillis, reconnus, et on a terminé par un casser la croûte. Petit budget, pas grand-chose, mais le fait de pouvoir manger ensemble, d'ailleurs, ça permet beaucoup de gens de délivrer la parole, parce qu'il y a quand même le cadre, c'est comme le maire qui est là, etc. Donc oui, je crois qu'il faut penser à la question sociale dans la transition démocratique, il faut penser à la question de la rémunération, il faut penser à la question du convivialisme cher à Patrick Vibray dans tout processus de décision. Vous parliez des exclus ou des invisibles. On a une question qui est arrivée sur la place des femmes en démocratie participative. Parce que jusqu'à assez récemment, les politiques étaient des hommes politiques, beaucoup. Les associations étaient plutôt représentées aussi par des hommes, les syndicats dont vous avez parlé par des hommes, et on avait une surreprésentation des hommes. Est-ce que dans votre commune, la place des femmes était à peu près équivalente à celle des hommes, ou est-ce qu'elle était sous-représentée, et qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer cet effet-là? La démocratie construction en soi ne changera pas le rapport d'égalité femmes-hommes. Moi, je trouve que c'est un enjeu majeur. Le féminisme aujourd'hui est un enjeu majeur. On est quand même dans une société macho encore. Et moi, je peux dire, la loi de parité m'a obligé à réduire le nombre de femmes dans mon équipe municipale. C'était plutôt l'inverse. Et ce n'est pas parce que je choisis les femmes, parce que je pense que parce qu'il y a des compétences. Voilà, je suis pas dans mais et donc, par contre, on a vu aussi que parce qu'elles sont femmes, elles sont plus présentes dans un certain nombre de sujets. C'est ça qui me désole. Par exemple, sur l'aménagement de temps d'enfants, c'était essentiellement des femmes. Ça montre aussi combien, dans l'inconscient des hommes, on laisse l'éducation aux femmes. Donc, oui, et donc ça n'a pas changé le rapport. Par contre, pour nous, c'était évidemment profondément inclusif. C'est-à-dire qu'on ne cherchait pas à chercher des quotas. On fait en sorte que le maximum de gens, quel que soit leur statut, quel que soit le genre, quel que soit le statut social, puissent y participer. Force est de reconnaître qu'on n'y arrive pas toujours. Et c'est ça qui fait que la démocratie construction reste un projet en devenir. Vous avez parlé d'évaluation. Est-ce que dans votre commune, il y avait aussi régulièrement des évaluations de ce qui pêchait au niveau de la démocratie participative, même si vous étiez tous volontaires pour faire quelque chose de bien, en pointant systématiquement, là il y a des publics qu'on ne touche pas, là il y a des femmes, par exemple, on est en sous-représentation. Est-ce qu'il y avait cette évaluation sur le dispositif en lui-même? Oui, c'est le rôle du Conseil communal de la démocratie que d'être une instance d'évaluation. Et d'ailleurs, l'évaluation est partie prenante du processus, c'est-à-dire que c'est une évaluation continue. Et je peux vous dire qu'en 25 ans de mise en œuvre de cet écosystème, ça a été une évaluation continue. Ça a été permanence des doutes d'ailleurs. Ça a été en permanence le souci d'inclure le maximum de gens. Mais j'ai commencé à 98 ans en réalité. 98, je me suis dit, quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on arrive à plus associer les citoyens. Et j'avais fait un geste emblématique. De mai à septembre, j'ai décidé, avec la contribution de tous mes collaborateurs de mairie, d'aller de rue en rue, de maison en maison, d'appartement en appartement, de rencontrer tous les habitants, de mai à septembre 98. L'enjeu, c'était pas seulement cette proximité qui pourrait être clientéliste, d'aller voir les gens, de prendre note de ce qui n'allait pas. On a pris 300 trucs, on a tout réglé le soir, j'ai dictaphoné, tout ça s'était engagé, c'était un engagement total de la mairie. Mais ce qui était important, c'était de le remettre en questionnaire sur parlons ensemble notre ville, c'est-à-dire les mettre en situation d'être citoyen. Et donc, pour moi, c'était le point de départ. C'est la double proximité par rapport aux habitants, et comme on se rapproche des habitants, les habitants se rapprochent du bien commun. Pour moi, c'était le déclic pour ensuite greffer là-dessus les états généraux permanents de la démocratie, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a toute une grammaire à mettre en œuvre. Et puis, Agora 15-20, j'ai constaté qu'on avait souvent toujours les mêmes, même si comme on est dans une démocratie de projets qui sont divers, le public est divers. Je crois qu'en gros, on a eu peut-être sur les 10 années, 3000 personnes qui sont venues au réunion publique et 700 différents qui ont participé dans les conseils participatifs. Donc, la diversité des projets fait la diversité du public. Mais dans cette diversité du public, vous avez des gens qui ne viennent pas. Et donc, ça, pour moi, c'était un souci permanent. Et on a fait Agora 15-20, on est reparti au contact de la population, pas seul cette fois-ci, avec les élus, avec les agorateurs, pour dire, voilà, on vient un an après les élections, on ne vient pas pour chercher votre voix, on vient vous dire que vous êtes important. Déception, on n'a eu que 300 personnes.
inscrites sur notamment des projets, une vingtaine de projets qui a été proposés par le conseil, conseil communal de la démocratie, et que 300 personnes sur 13 000 habitants. Donc, on est loin du compte. Et sans doute qu'on n'est pas encore bon. Une des pistes, c'est que de développer davantage le droit d'interpellation, que les gens puissent se mettre en commun pour une pétition qui ait du sens, qui puisse apporter, qui ait un débouché derrière. Je pense que le déclic principal de la participation des habitants, c'est aujourd'hui, la réalité, c'est la colère. C'est un peu la thèse de Chantal Mouffe. C'est la colère. Et comment faire de la colère une construction. Non pas instrumentaliser la colère comme le font les démagogues et les simplistes, mais de faire de la colère un débouché de co-construction. Là, on a beaucoup appris, d'où l'importance des ingénieurs de débat public, des gens qui perçoivent les choses, qui savent convertir une envie, une utopie, une colère en envie de co-construction. Tout cela, c'est devant nous. C'est un chantier qui est ouvert. Mais je le dis avec beaucoup d'émotion, c'est ça, ou demain, c'est le populisme. C'est vraiment ça aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup de craintes par rapport à ça. C'est la participation. La démocratie de participation va sauver la démocratie ou pas. Vous voyez ? Pour prolonger sur ce sujet, on a reçu aussi une question précise sur le tirage au sort. Qu'est-ce que vous pensez de ce système ? Est-ce que vous l'avez mis en place ? Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Est-ce que c'est un bon système ou est-ce que finalement les résultats ne sont pas au rendez-vous ? Alors, nous n'avons pas systématisé le tirage au sort, je pense que c'est une erreur. Parce que ce serait décourager les gens qui veulent s'engager. Et il y a des gens qui veulent s'engager. Lorsque les gens viennent en réunion publique, qu'on réunit la maison de citoyenneté, qu'on remplit la maison de citoyenneté, il y a plein de gens qui se déplacent. Un soir, il pourrait y avoir un film ou un match de foot. Comment ne pas les associer dans leur engagement ? Donc, on leur propose, dans la diversité, quartier, d'âge, de former le collège des habitants. Mais comme souvent, il y a des personnes qui ne peuvent pas venir ou qui peut-être ne se sentent pas investies, eh bien, on procède au tirage au sort pour les grands projets structurants, sur la base de la liste, non pas électorale, mais d'état civil, de telle sorte que les gens qui ne sont pas nationaux puissent participer. Ils payent leurs impôts, c'est normal qu'ils puissent participer. Quel est le résultat sur le tirage au sort ? J'ai vu d'ailleurs que en convention régionale, il y avait 1 sur 300 personnes. Eh bien, qui est un simple, en gros, statistiquement, hein, on n'a pas fait sur tous les projets, en gros, c'est 1 personne sur 6 qui accepte. Et ces gens, c'est les gens les plus désintéressés. Ils s'accrochent, ils vont jusqu'au bout. Et donc, c'est bien, mais ça ne peut pas être que le tirage au sort. Et donc, on s'interroge, qu'est-ce qui fait que les gens ne viennent pas ? La contrainte principale, c'est le temps, notamment sur les couples, les jeunes couples. Et c'est donc, il faut organiser la séquence démocratique de manière conviviale. Garde d'enfants, faire en sorte que les gens soient aidés. Et tout ça, c'est des éléments importants. C'est d'abord le temps. Ensuite, c'est l'autocensure. Ben non, moi j'ai voté le maire, je lui fais confiance. Ou alors l'inverse, le maire est un couillon, je n'y viendrai pas. Donc c'est l'idée de l'autocensure. Ça, c'est la pire des réponses. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de. Et on a tellement mis dans la tête des gens qu'ils étaient des sous-démocrates qu'on a des gens qui ne viennent pas parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont rien à dire. Alors qu'en réalité, toute parole est précieuse. Il faut savoir juste l'entendre. Il faut savoir juste ensuite faire en sorte de la mettre en lien avec d'autres paroles. C'est ça la complexité de la démocratie, si on veut qu'elle soit intelligente et apaisée. On a 2 autres questions pour reprendre je ne dis pas de la hauteur parce que tout est important, mais je vais vous lire la question. Pour faire converger démocratie participative et démocratie représentative, ne faut-il pas s'engager vers une démocratie coopérative de nature à favoriser l'avènement d'une société coopérative plus solidaire et plus humaine ? Tout un programme. C'est tout le sens des conseils participatifs, c'est des conseils coopératifs. C'est la démocratie de participation dans la démocratie de représentation. C'est exactement ça. C'est de mettre ensemble toutes celles et ceux qui sont acteurs de coopération et qui permettent de déboucher sur une décision qui sera prise soit par référendum, soit par l'Assemblée communale ou départementale. Et donc, cette coopération, cette collaboration, cette co-construction, en fait, c'est cette échelle, cette fonction démocratique qui est essentielle, qui se situe entre le débat et la décision, en fait. Et en France, on décide souvent sans débat, ne parlons pas de la co-construction, ou on débat sans co-construction et on décide derrière. C'est le grand débat. Le grand débat aurait pu donner du sens s'il y avait une instance participative neutre qui ait pris l'ensemble des ingrédients du débat, qui l'ait formalisé et qui l'ait s'opposé, qui fasse œuvre de coopération et qui l'ait proposé à l'exécutif derrière.
Bon, là, ça a été direct entre le grand débat et le chef. Donc, je crois que c'est important de passer d'une société de démocratie à la queue leu à une démocratie de plein pied coopérative. Une autre question où vous allez m'éclairer aussi. Quel est le regard de M. Spiegel sur les expériences de municipalisme en Espagne inspirées de Murray Bookchin? Si vous les connaissez et si vous pouvez nous les résumer avant de donner votre avis dessus. Ouais, non, mais il y a beaucoup de. En fait, c'est le municipalisme qui est repris aussi en France sur l'idée du rôle du citoyen dans le processus de décision. En gros, moi, je ne porte pas le nom de municipalisme parce que j'aime pas les mots en isme. Ils ont trop déçu. C'est en gros, on l'a vu à Barcelone et dans d'autres communes, des gens qui ont été portés par ça. Le risque d'ailleurs du municipalisme, c'est une forme de citoyennisme, c'est-à-dire qu'une sorte d'image idéalisée du citoyen qui se traduit par une idéologie de la non-idéologie, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs en Espagne, et qui se traduit par l'individualisme politique. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question-là. L'idée, c'est que toutes les ressources de sens sont importantes. Et c'est en ce sens que le municipalisme, ça veut dire qu'en gros, la décision, elle sera prise après maturation dans les phases décisives. En gros, je n'utilise pas ce mot-là, mais en gros, on est dans cette gouvernance partagée. Alors, les questions arrivent au fur et à mesure, c'est-à-dire c'est intarissable. Il y en a moins, mais en voyant le timing, là, l'heure qui approche, on reçoit des questions. 2 questions, on en a parlé, mais là, les questions se recoupent et sont intéressantes. C'est plus franc. Comment éviter la fatigue démocratique? Certaines communes ont mis en place la démocratie participative et ont perdu les élections. Et faudrait-il légiférer nationalement pour imposer la démocratie construction dans les communes, ou faut-il attendre que les maires évoluent dans leur pratique du pouvoir? On en a parlé, mais là on sent l'essoufflement et l'impatience. Moi, je pense que ce n'est pas la loi qui va changer les choses, c'est l'état d'esprit. Et de ce point de vue-là, je suis assez optimiste. Moi, je ne cesse d'être sollicité par les communes grandes, moyennes, petites, et beaucoup d'innovateurs démocratiques sont sollicités par les listes participatives et d'autres communes. Et je pense qu'il y a, autant il y a 10 ans, j'y croyais pas, enfin les gens n'y croyaient pas, ils me prenaient pour un fou d'ailleurs, je pense, ou pour un inconscient, un utopiste, disons, un utopiste. Aujourd'hui, il y a de nombreuses listes qui sont formées à ça, avec des innovateurs démocratiques comme Démocratie ouverte et bien d'autres. Et donc, je crois que le pari, c'est de partir de la base. C'est une démarche inductive. C'est de faire la démonstration qu'au niveau local, c'est possible. Et après, on passera au changement d'échelle. Je ne crois pas à la dimension verticale, descendante d'une loi, même si le cadre général peut changer et sortir des conseils de quartier classiques. On peut imaginer une sorte de chapeau démocratique qui parle de démocratie construction dans l'esprit. Mais il faut partir de la base. Je pense que ça me paraît important. La fatigue démocratique, je sais, vous faites référence à Saillant, que je connais bien, c'est mes amis de Saillant. Et notamment Tristan Réchid, qui travaille beaucoup sur la belle démocratie, qui est un innovateur démocratique. Il m'a invité il y a 3 ans, et je me doutais que ça pouvait se passer. C'est-à-dire qu'il y a une fatigue qui s'est installée, des gens remarquables, en fait. Mais je pense, dans une démocratie peut-être pas assez cadrée, et ce n'est pas une critique quand je dis ça. C'est-à-dire que, par exemple, quand l'équipe municipale peut accueillir tous les habitants à chaque moment, je ne vois pas trop. À un moment donné, il faut accepter une représentation, il faut accepter qu'il y ait un cercle de gens qui mettent en agenda, qui mettent en musique avec le conseil communal, puis ensuite sur les démocraties de projet. Là, on s'est réunis, c'est ce qu'ils appellent les groupes projets, c'est les conseils participatifs. Mais voilà. Et puis, il y a aussi l'idée qu'ils représentaient une nouvelle génération, un souffle nouveau par rapport aux anciens. Et je crois que ça a joué ça, à Saillant. C'est dommage parce que c'est une très, très belle équipe. Et je salue, je ne sais pas s'il m'écoute, le maire de Saillant et l'équipe qui l'a entouré. Comme quoi, et je veux le dire ici, il ne faut pas que la démocratie de participation soit un enjeu électoral. Si c'est ça, ça va être de la com. Moi, je n'ai jamais considéré que la légitimité par le processus soit la seule légitimité. Ce qui est important pour moi, ça a été, avec mon équipe municipale, de jamais nous considérer comme légitimes par le seul fait des élections et qu'il fallait gratter la légitimité pour chaque projet, pour chaque pétition. Et la démocratie, le processus, la légitimité par le processus démocratique résume 3 autres processus, 3 autres légitimités sur lesquelles je veux un instant revenir. C'est celle de la promesse tenue et pose la question de qu'est-ce que tu fais de ma voix? La promesse tenue.
La deuxième légitimité, c'est la légitimité par le résultat. Que fais-tu de mon argent? La troisième légitimité, et là je vais insister là-dessus parce que c'est lié au processus de démocratie de construction, c'est la légitimité par le symbole. Nous avons besoin de mettre, voire de remettre de la simplicité, de la modestie, de la sobriété dans l'espace public. Nous ne sommes pas propriétaires de l'action publique, nous sommes juste de passage. Et j'ai beaucoup travaillé sur des symboles qui donnent une autre image. Et je pense que ça a beaucoup joué dans la confiance qui nous a été donnée pour 5 mandats dans une commune qui vote complètement différemment à l'échelle des élections nationales. Et c'est de dire la confiance. Et je donnais 3 exemples. Pendant longtemps, je faisais les vœux du maire. J'étais content d'avoir 1000 personnes, gros discours, petit four, etc. Et un jour, mon épouse me dit pourquoi les gens viennent, à ton avis? Est-ce que c'est pour ton discours ou pour les petits fours? Elle a tout compris. Et donc, les vœux du maire sont devenus les vœux de Kingersheim à l'extérieur, avec un spectacle culturel, avec populaire, pas de petits fours, mais en partage. Ça a été de plein pied, en fait. Et c'est magnifique. Les vœux de Kingersheim et pas les vœux du maire. Et puis ensuite, le deuxième élément important, j'ai été conseiller général pendant 4 mandats. J'ai fait beaucoup d'inaugurations. Je me suis pressé dans le coupé de ruban comme beaucoup, avec les sénateurs du coin, les députés qui ne sont pour rien, l'élu local qui cherche un coin, le coupé de ruban qui pèse des tonnes, ils font donc 10 personnes pour le porter. Plus de coupé de ruban, plus d'inauguration, mais des temps d'appropriation par les citoyens, pour dire que nous ne sommes pas propriétaires de ce que nous avons fait et que vous êtes copropriétaires du service public, de l'équipement que nous avons mis en œuvre. Dernier élément, pour choisir les personnes, les étudiants qui remplacent le personnel communal pendant l'été, tout de suite, j'avais compris que ce n'était pas moi qui voulais décider sur 50 postes, en vertu de quoi. Et donc, nous avons procédé là, on revient au tirage au sort, à la maison de la citoyenneté. La maison est remplie, 100 candidats, accompagnés par leurs parents. Je dis juste, écoutez, moi, je ne sais pas au nom de quoi, je déciderai que ce soit plutôt l'une ou l'autre. Je vous propose de tirer au sort, unanimité dans la salle. Je propose aussi de partager le temps de travail, que chacun travaille à mi-temps pour partager le temps de travail. Unanimité dans la salle, à chaque année. Et puis, j'ai vu des parents pleurer parce que leur fils était tiré au sort. Il s'appelait Mohamed. Jamais dans d'autres dispositifs, il ne serait retenu. Et donc, il y a dans la démocratie construction la transparence et l'égalité démocratique, qui n'est pas l'apanage des 8 mai, des discours des 8 mai et des 11 novembre, mais dans les actes posés tous les jours. Et c'est aussi le sens du tirage au sort pour plus d'égalité démocratique. Merci beaucoup, Joe Spiegel. On va conclure parce qu'on arrive au bout du temps, malheureusement. On a répondu à peu près à toutes les questions qui vous étaient adressées. D'autres questions ont été adressées au conseil départemental et les équipes de démocratie participative y répondront dans quelques jours. Cette conférence et les questions de Joe Spiegel, il y avait une question au début, il y a une demi-heure, sera retransmise sur le site du conseil départemental. Donc, vous aurez les liens, toutes les personnes qui sont inscrites ce matin auront le lien et pourront ensuite le donner à d'autres personnes éventuellement intéressées pour revoir cette conférence de Joe Spiegel et cette série de questions-réponses grâce à vos commentaires sur le chat. Je vais demander à Paulette Salle, puisqu'on a parlé des femmes en démocratie participative. C'est une femme qui va conclure, qui a introduit la matinée et qui va conclure. Paulette, pour la fin de cette matinée. Merci. C'est très difficile de prendre la parole après cette belle conférence et ces paroles vraiment que nous avons écoutées avec beaucoup d'attention et qui font chaud au cœur. Il est venu pour moi le temps de vous saluer à l'issue de cette matinée d'échange, de questionnement, de créativité, de regards croisés, d'intelligence collective. Au nom du président et de mes collègues conseillers départementaux, qui sont nombreux à avoir participé à cette matinée, je tenais à vous dire merci pour ce que vous êtes et merci pour ce que vous faites pour que la démocratie participative vive. Je vous remercie, Monsieur Joe Spiegel, aussi pour votre témoignage qui est précieux dans cette période de doute, d'interrogation. Merci de nous rassurer et je partage les propos qui ont été dits à votre sujet. Vous nous redonnez l'espoir, le moral et ça nous fait beaucoup de bien. Et merci pour vos convictions inspirantes. Je remercie aussi les participants et participantes de ces 6e rencontres,
originaire depuis 80 villes et villages de Haute-Garonne, et même nous avons dépassé les frontières de notre département, puisque nous avons 20 départements qui sont représentés aujourd'hui dans les participants. Je voulais aussi remercier les services du département qui se sont fortement mobilisés, les agents départementaux qui ont été animateurs et facilitateurs des ateliers, notre animateur et la technique sans qui nous n'aurons pas pu tenir cette manifestation et qui ont joué un rôle fondamental. Mais je voudrais aussi tout particulièrement remercier l'équipe de la mission démocratie participative. Comme vous l'a dit M. Spiegel, c'est une très belle équipe. Alors je voudrais les citer parce qu'ils sont dans l'ombre, mais ils sont essentiels dans la réussite de notre projet. Je remercie Elena Carnero, Brigitte Poirier, Emmanuel Guillard, Guillaume Carrère et Pascal Jarry, avec qui je travaille depuis 6 ans. Ils ont mis toute leur énergie pour que le dialogue citoyen soit une réalité dans notre institution et au-delà sur le territoire de la Haute-Garonne. Je salue l'engagement de l'équipe qui, au quotidien et auprès de nous, les élus départementaux, auprès de notre administration, pour que les Hauts-Garonnais et Hauts-Garonnaises soient associés à la construction de nos politiques. Je voudrais aussi insister sur le fait que si nous avons réussi le dialogue citoyen au niveau du département, de notre institution, c'est aussi grâce à l'engagement de toute notre administration qui nous s'est engagée à nos côtés dans ce projet et qui a permis que faire aujourd'hui le dialogue citoyen vive et que nos politiques puissent être co-construites. Nous sommes aussi à vos côtés, vous élus municipaux, associations, auprès de vous au quotidien. Alors je voudrais rappeler, ça a été dit tout à l'heure, un petit peu ce que nous pouvons vous apporter. D'une part, nous pouvons faire de l'accompagnement sur les questions de démocratie participative auprès de nouveaux élus municipaux ou bien sur les associations. Nous organisons aussi des formations à la démocratie participative avec Haute-Garonne Ingénierie et nous avons créé un fonds de soutien à la démocratie participative pour vous aider à mettre en œuvre vos projets. Nous organisons aussi tout au long de l'année les petites fabriques, des conférences participatives sur des thématiques qui font écho à vos préoccupations. Si vous voulez des informations sur ce que nous vous proposons pour vous aider dans vos projets, vous pouvez soit aller sur le site du conseil départemental, mais aussi appeler la mission, où vous aurez toujours une écoute très attentive. La manifestation d'aujourd'hui est inédite pour nous, dans le fond et dans la forme. Nous nous sommes lancés dans l'inconnu et j'espère que nous avons pu créer, malgré tout, les conditions de l'échange d'expériences, d'informations et du partage. Mais nous souhaiterions avoir votre retour, connaître vos remarques, vos suggestions, vos critiques. Elles nous seront très utiles pour la suite. À cet effet, vous allez recevoir en début de semaine un questionnaire par mail et il serait très intéressant pour nous que vous puissiez nous faire part de la manière dont vous avez vécu cette manifestation et éventuellement vos suggestions et vos critiques aussi. Nous avons ensemble expérimenté et pour vous comme pour nous, nous nous sommes adaptés. Et cette manifestation nous a bien montré que la démocratie participative, le dialogue citoyen sont bien vivants de projets renouvelés par la participation citoyenne, vivant par la fertilisation croisée des idées, des élus, des habitants, des acteurs et actrices associatifs, des agents des collectivités et des institutions. Oui, avec vous, nous sommes convaincus que c'est plus que jamais une nécessité de renouveler notre démocratie. Elle est fragile et encore plus fragilisée par le contexte actuel. Oui, ensemble, nous faisons confiance. Nous inventons de nouveaux possibles démocratiques. Et merci de votre participation. Au revoir.